Fairy Tail est l'un des mangas les plus populaires du monde. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut pas nier que cette œuvre a marqué toute une génération. Débuté en 2006 sous la plume de Hiro Mashima, il a eu une adaptation animée en 2009 par A1 Pictures. L'histoire se déroule dans le pays de Magnolia, un monde où des individus maîtrisent la magie sous diverses formes et se rassemblent au sein d'une guilde pour pouvoir faire des missions en groupe. On débute l'aventure avec Lucy, une mage qui souhaite rejoindre la guilde de Fairy Tail. On découvre ensuite Natsu, un mage de feu qui maîtrise une magie capable de tuer des dragons, qu'on appelle Dragon Slayer. Et il a pour objectif de retrouver son père Ignir, qui est un dragon. Il est accompagné de Happy, un chat qui lui permet de voler. Il fait souvent équipe avec Gray, un mage de glace, et Erza, une mage très puissante, pouvant changer d'armure à sa guise. Au cours du récit, on découvre de nouveaux personnages, comme Jubia qui maîtrise l'eau et qui a un gros crush sur Gray, Gajil, un autre Dragon Slayer qui a une forte rivalité avec Natsu, et Wendy, une autre Dragon Slayer qui cherche son parent, qui est aussi un dragon. Ils vont vivre diverses missions et aventures, et à terme, seront confrontés aux deux gros antagonistes de l'œuvre, Zelef et Acnologia. Aujourd'hui, plus qu'un simple manga, Fairy Tail est une véritable licence comprenant de nombreux produits dérivés et plusieurs mangas spin-off pour étoffer l'univers. Mais il y a carrément la suite de l'histoire principale, et c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans, qui a débuté en 2018 et qui est supervisé par Hiro Mashima. Et à l'occasion de la sortie en animé de Fairy Tail, la quête de 100 ans, je vais donc faire cette vidéo en partenariat avec ADN, et on va voir qui sont les mages les plus puissants de l'animé, et qu'est-ce qui va changer la quête des 100 ans. Et pour cette fois, on va faire le top sous forme de tier list. Bah oui, Fairy Tail est un animé comprenant énormément de personnages puissants, et se limiter à une dizaine, ça aurait été dommage. Et en vrai, il y a pas mal de personnages qui ont une puissance similaire. Alors juste, quelques règles. On prend en compte que les mages, donc on va pas classer les dragons, et on prend en compte les personnages que sous la forme de base. Du coup on exclut les power-ups temporaires, ainsi que les personnages décédés depuis trop longtemps. Et pour finir, on va pas prendre en compte les spin-offs, ni les fillers de l'animé. Le premier personnage qu'on va traiter sera Jubia. Originellement, c'était une antagoniste, mais elle a eu un gros crush sur son adversaire, Gray, si bien qu'elle a décidé de rejoindre Fairy Tail pour être auprès de lui. Côté capacité, elle peut manipuler l'eau et semble n'avoir aucune limite à son utilisation. Elle peut par exemple la projeter sur son adversaire, en faire des lames tranchantes ou rendre son corps liquide afin d'éviter des attaques. De plus, elle est très complémentaire avec son crush qui maîtrise la glace et qu'on verra bien après dans la liste. Et si j'avais fait un top sur les binômes dans Fairy Tail, ces deux-là auraient été premiers. Et en parlant de binômes, on continue ce tiers avec Sting et Rogue, les deux Dragon Slayer de Cybertos, et ils sont les seuls Dragon Slayer de la 3ème génération. Sting maîtrise la lumière et Rogue les ténèbres. Ils sont complémentaires et ils ont du flow, mais manquent un petit peu d'expérience. Et je pense d'ailleurs que Sting est un peu plus fort que Rogue. On débute ce tiers avec un membre des Twice Ryan, Nineheart. Lui, c'est une sorte de nécromancien. Il utilise les souvenirs et les émotions de ses adversaires afin de créer des sortes de clones qui reviendront pour hanter et combattre son ennemi. Et on enchaîne ce tiers avec l'un des 10 mages sacrés du monde de la magie. Et je vais parler de Jura de la Mascale. Lui, il contrôle la magie de la terre. Ça lui permet de contrôler ces dernières à sa guise pour la durcir, la ramollir, créer des murs pour se protéger ou encore créer des piliers pour attaquer ses adversaires, voire même faire des tremblements de terre. Il est très fort et ce combat contre Luxus, il était incroyable. Dans ce tiers, on retrouve un autre mage sacré, le maître de Fairy Tail, Makarov. C'est un véritable survivaliste. Vous imaginez même pas le nombre de fois où il aurait dû mourir et au final, il a survécu. Non, c'est juste indécent. Sa magie de base est le gigantisme. Il peut donc rendre géant des parties de son corps, voire même devenir lui-même un géant. Il maîtrise aussi la magie de la lumière afin de protéger ou créer des rafales d'énergie. Mais son attaque la plus puissante est la loi des fées, une des 3 grandes magies de Fairy Tail. Magie qui a été capable de traumatiser le maître de la guilde, Phantom Lord, et qui a éradiqué une armée de démons. Au début de Fairy Tail, c'était sûrement le mage le plus puissant, mais avec le temps, il s'est fait dépasser, que ça soit par les nouveaux personnages ou les membres de sa guilde qu'il a chouchouté, et quelque part, je suis sûr que c'est ce qu'il voulait. Gajil est le second rival de Natsu. Au début antagoniste, il a rejoint Fairy Tail en quête de rédemption. Lui, il maîtrise la magie du dragon de fer, ce qui lui permet de changer son corps en cette matière afin d'être plus résistant. Et avec, il peut créer des armes pour gagner en puissance et en portée. En plus, il peut manger divers éléments lorsqu'il a besoin de booster, genre consommer du carbone, qui, mélangé au fer, lui permet d'évoluer vers l'acier ou dévorer les ombres de Rogue pour obtenir la magie du dragon d'acier de l'ombre. Vraiment, c'est l'un de mes personnages préférés et j'adore son arc de rédemption. On poursuit avec une autre Dragon Slayer de Fairy Tail, Wendy. Et ne vous fiez pas au fait que ce soit une petite fille, elle est redoutable. Première Dragon Slayer féminine que l'on découvre dans l'œuvre, elle maîtrise la magie de l'air et du vent,
lui permettant de cracher de puissantes rafales de vent. Ce qui est très pratique. Autant le feu et le fer, on n'en trouve pas partout, mais l'air, on en respire à chaque seconde. Elle peut donc en consommer pour remplir ses réserves de magie. Elle a en plus une sorte de transformation grâce au pouvoir du dragon afin d'amplifier ses pouvoirs. Bon, après, c'est plus une mage de support, vu qu'avec sa magie, elle peut soigner des blessures, les maladies, et elle est aussi capable de booster ses alliés. Mais sa seule limite, c'est qu'elle peut pas se soigner elle-même. Et on continue ce tiers avec une mage de vent, Cheria, seule God Slayer qu'on va évoquer. Elle maîtrise le vent noir des dieux, lui permettant d'attaquer avec des bourrasques littéralement divines. De plus, comme Wendy, elle a des capacités de soin. Mais là Wendy, elle ne peut l'appliquer qu'aux autres, elle peut se soigner elle-même, la rendant intuable tant qu'elle a des réserves de magie. Et on démarre ce tiers avec celle de qui on a découvert l'univers de Fairy Tail. Lucy Ersilia. Bon alors de base, elle se back avec un fouet. Et en vrai, elle est pas ultra forte avec. Mais compte tenu de ses autres capacités, c'est à prendre en compte. Elle est connue pour être une constellationniste, capable d'invoquer des créatures tous inspirées de constellations qu'on appelle des esprits. Elle les invoque à l'aide de clés et ils ont des capacités variées. Ce qui lui permet là encore d'avoir de grandes possibilités. Et au début, elle n'est capable d'en invoquer qu'un seul à la fois. Mais elle a appris au fil de l'œuvre à en invoquer deux en même temps. Ce qui fait que ses ennemis doivent gérer 3 personnes. Et à terme, elle a gagné une capacité nommée la robe stellaire. Cette capacité lui change ses vêtements et lui donne les pouvoirs de l'esprit de son choix. Mais ce qui justifie réellement sa place dans ce tiers, c'est sa capacité à invoquer le roi des esprits. Un être surpuissant et immortel. Bon, ça compte à moitié, car pour l'invoquer, Lucy est obligée de détruire une de ses clés, faisant qu'elle ne pourra plus jamais utiliser l'esprit dont la clé a été brisée. C'est notamment ce qu'elle a fait avec la clé d'Aquarius. Elle n'avait pas d'autre choix pour se sortir d'une situation délicate que de sacrifier un de ses esprits. On continue avec Brandis, une ancienne membre des 12 Spriggan. Elle, sa capacité se nomme changement de masse, et comme son nom l'indique, elle peut changer le poids et la taille de toute chose. Ça marche sur des objets, genre changer une île en un petit rocher, sur elle afin de la faire devenir géante sur ses ennemis, ou pour la rendre minuscule. Et elle peut aussi l'utiliser sur les organes de ses adversaires pour les faire exploser. Et on enchaîne avec un autre membre des 12 Spriggan, avec Dimaria. Bon, déjà, c'est une puissante épéiste, mais ce qui la rend vraiment super cheatée, c'est sa capacité Heal, qui lui permet tout simplement d'arrêter le temps. Oui, c'est craqué, sachant que son arrêt dure autant de temps qu'elle le souhaite. Bon, après, sa seule limite, c'est que son arrêt du temps peut être annulé par certaines capacités. Et en plus de tout ça, elle a une forme nommée God Souls, qui la transforme littéralement en déesse. Et c'est d'ailleurs le seul dieu qu'on a vu au cours du récit. Et le dernier qu'on verra dans ce tiers est encore un membre des 12 Spriggan, et c'est l'Arcane, aussi connu sous le nom de Raki Draenir. Lui, son pouvoir, il est basé sur les sensations. Et ces sensations, bah, c'est le plaisir. Et comme son nom l'indique, bah, il procure du plaisir, les rendant incapables de se battre. Et à terme, la sensation de plaisir peut même conduire à la mort. Oui, c'est un pouvoir spécial, on va dire. Mais quand tu sais qu'avec cette capacité, il a réussi à affecter des personnages beaucoup plus forts que lui, et qu'il était l'arme principale que ses élèves comptaient utiliser contre Acne Logia, ça justifie totalement cette place dans le classement. Et on débute ce tiers avec l'éternel rival de Nasu, Grey Fullbuster. Et là où notre héros Nasu, il maîtrise le feu, lui, il contrôle la glace. Et forcément, il fallait que ces deux-là soient des rivaux. Bon déjà, il est très polyvalent avec sa glace. Il peut faire des armes que ce soit au corps à corps ou à distance, créer des murs de glace pour se protéger, l'utiliser pour se déplacer encore plus rapidement, ou encore faire des clones de lui-même. Et au cours de l'œuvre, il a grandement gagné en puissance lorsqu'il a obtenu ses pouvoirs de Demon Slayer. Ça lui permet globalement de faire les mêmes choses qu'avant, mais avec de la glace encore plus intense et plus résistante. À tel point que même Nasu, il n'arrivait pas à la faire fondre avec ses flammes. Et on enchaîne avec l'ami d'enfance d'Erza, Gérald. Il était le premier antagoniste vraiment marquant de Fairy Tail, avec l'arc Tour du Paradis, où franchement, c'était incroyable. Mais il a eu le droit à sa rédemption, et aujourd'hui, du côté des héros. Côté pouvoir, il a une magie qui est liée à tout ce qui est l'espace et les étoiles. Il peut donc se déplacer à une vitesse exceptionnelle, ou faire pleuvoir des météorites et créer des sortes de mini trous noirs. Il est balèze, mais juste au-dessus de lui, il y a son ami d'enfance, Erza Scarlet, sûrement le personnage féminin le plus populaire de Fairy Tail. Et ça se comprend entre sa puissance, son charisme et sa beauté. Ses pouvoirs lui permettent de changer d'arme et d'armure à volonté, tout ayant des propriétés et des pouvoirs différents. Donc ça lui permet de s'adapter à tout type d'adversaire. Et on a une autre mage de rang S de Fairy Tail, Mira Jane. Et comme toute sa fratrie, elle utilise une magie nommée Takeover, lui permettant d'avoir recours à des transformations. Celle de Mira Jane se nomme Satan Souls, ce qui lui permet de revêtir des formes démoniaques. Sous cette forme, elle peut voler, a une force surhumaine, peut projeter des rafales d'énergie ou contrôler les éléments. Et elle est considérée comme étant l'égale d'Erza, et c'est pour ça que je l'ai mise ici. Et on enchaîne avec notre protagoniste, Nasu Draenir. Il maîtrise la magie de Dragon Slayer du feu, et il peut l'utiliser de manière très variée, comme les cracher pour en faire une sorte de lance-flamme, recouvrir ses poings pour taper plus fort, et il peut également les utiliser afin d'augmenter
augmenter sa vitesse. Et pour finir, en tant que Dragon Slayer, il peut manger des flammes pour gagner ses forces. Mais quand le scénario en a besoin, il peut également manger d'autres types de magie, lui procurant un boost temporaire de puissance, ce qui permet de vaincre des personnages beaucoup mieux classés que lui. Et on finit ce tiers avec un autre Dragon Slayer de Fairy Tail, Luxus. Petit-fils du maître Makarov, ce personnage est très charismatique et est présenté dès le début comme l'un des membres les plus puissants de Fairy Tail. Et autant dire qu'il n'a pas volé son titre. C'est un Dragon Slayer ayant appris ce type de magie tout seul, sans l'apprentissage d'un dragon, juste avec une orbe. Pourtant, ça l'empêche pas d'être extrêmement puissant avec sa magie de foudre. Il a gagné un 1v5 contre Aventail et il les a même laminés. Il a vaincu Jura, un des 10 mages sacrés, en 1v1 et il est tellement fort que Mashima est constamment obligé de le nerf pour pas qu'il règle les problèmes tout seul. Sinon en vrai, je pense qu'il pourrait gratter quelques places. On débute ce tiers avec un autre Dragon Slayer, et c'est God Serena. Il peut maîtriser 8 natures de magie, genre par exemple le feu, l'eau, la terre ou encore le vent, et il peut en plus mélanger ses éléments. C'est donc un mage très polyvalent. Bon, après, il est pas très expérimenté, et en même temps, si t'essaies de maîtriser 8 natures de magie en même temps, bah tu les maîtriseras forcément moins bien qu'une personne qui en a qu'une. Et on continue ce tiers avec le mage qui est explicitement exposé comme étant le membre le plus puissant de Fairy Tail, et c'est Gildarts. Alors, autant Luxus, il doit être nerf pour pas casser le scénario, autant lui, on l'écarte carrément de là où se déroule l'action principale. Auquel cas, il réglerait tout en 2 secondes. Il est tellement puissant que la ville de Magnolia a mis un système en place pour qu'à son arrivée dans la ville, il ne détruise pas tout. Et avec sa magie du nom de Crush, on comprend. Elle est extrêmement destructrice. Elle décompose en petits cubes tout ce que Gildarts touche avec son pouvoir. De plus, il a une force et une résistance plus que surhumaine. Et les patates qu'il met des fois, elles sont super impressionnantes. Et à partir de là, on va parler que des antagonistes et on commence avec la mère d'Erza, Irène, créatrice de la magie des chasseurs de dragons. Sa magie enchantée lui permet d'insuffler la magie en n'importe qui ou n'importe quoi pour en faire ce qu'elle veut. Elle peut se créer une armée de berserkers ou faire d'immenses explosions où elle veut. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en tant que Dragon Slayer très ancienne, elle peut se changer en dragon. Et elle gagne toutes les capacités que ça implique et ça décuple sa puissance. Et on termine ce tiers avec Auguste, le fils de Mavis, qui est un mage très puissant, mais qu'on a surtout vu dans l'œuvre Fairy Tail Zero. Avec son talent inné couplé à son immense expérience dans la magie, il est capable de copier les sorts de ses adversaires, mais aussi de les améliorer. Il a donc un arsenal immense de magie, et en plus, il a une transformation, décuplant encore sa puissance. Il a vaincu énormément d'adversaires, et à terme, il aurait sûrement gagné son 1v2 contre Gildarts et Kana s'il n'avait pas décidé de se donner la mort avec sa magie. Et on termine avec le top 2 incontesté du manga. Et on commence avec Zelef, qui nous s'est présenté très tôt comme étant l'antagoniste central de Fairy Tail. Genre, tous les méchants avant lui cherchaient à le ressusciter ou à utiliser ses pouvoirs. Et justement, la maîtrise de la magie noire, ça lui offre des pouvoirs liés à la vie et à la mort. Et il est également immortel. Pour la partie mort, il a une aura tuant instantanément tout ce qui s'en approche. Et il peut aussi en faire des projectiles. Sa magie de la vie, quant à elle, lui a permis de donner vie à de nombreux démons, comme Deliora, qui a tué le maître de Grey, ou End, qui est en réalité Natsu. Rien qu'avec ça, il mérite sa place dans le top, mais il a encore gagné en puissance avec Fairy Heart, la magie de Mavis. Avec, il contrôle le temps et l'espace. Alors ok, Natsu a réussi à le foutre à terre, mais techniquement, il pouvait se relever et continuer le combat, et à terme, gagner à coup sûr. Finalement, c'est grâce à un discours de Mavis qu'il a pu trouver le repos éternel. Mais s'il a fait toutes ces actions, c'est parce que Zelef avait peur d'un personnage. Et c'est celui qui est au sommet de ce classement. Et c'est nul autre qu'Aknalogia. Et pendant plus de 400 ans, ce Dragon Slayer a tué de nombreux dragons et c'est hyper impressionnant. Vu que la plupart des Dragon Slayer vus précédemment, bah ils étaient incapables d'en battre un seul en un contre un. Ça lui a donc permis d'obtenir une forme de draconification. Avec, il peut absorber tout type de magie, faisant que cette dernière est totalement inefficace sur lui. Et si on ajoute à tout ça le fait qu'il a très clairement la plus grande force physique de l'œuvre, personne ne peut le vaincre. Et tiens, en plus, il a une capacité nommée l'interstice temporel, lui permettant d'avoir une dimension de poche duquel il entre et il sort comme il le souhaite. Il a affronté Gildarts, lui a arraché un bras et l'a traumatisé. Il a vaincu à lui tout seul tous les membres de Fairy Tail qui étaient sur les Nintendo, et ça comprenait Gildarts, Natsu, Laxus, Erza et bien d'autres, et il a détruit l'île en une seule attaque. Et on l'a revu plus tard, juste pour défoncer Ignir en un contre un. Il a trouvé sa forme humaine, sous laquelle il a humilié God Serena, genre c'était juste un one shot, et il a fait un 1 contre 7 contre tous les Dragon Slayer, et a clairement dominé l'intégralité du combat, et il aurait gagné sans le pouvoir des amis de Natsu et tous les petits nerfs qu'il a subis au cours de l'histoire. Non, franchement, Aknalogia, c'est le personnage le plus fort de l'œuvre. Bon,
je pense qu'à part pour les deux derniers, vous allez pas être 100% d'accord avec mon classement. Et en plus, il y a certains personnages qui manquent. Après bon, Fairy Tail, c'est pas un manga basé sur un power scaling cohérent avec des personnages qui évoluent en termes de force. Mais on est plus sûr comment tes liens avec tes amis peuvent te faire repousser tes limites afin de surmonter les plus grands obstacles. Et c'est d'ailleurs en faisant équipe que les membres de Fairy Tail ont pu battre les personnages les plus forts. Le pouvoir de l'amitié, c'est souvent un truc reproché à Fairy Tail, mais c'est tout le propos de l'œuvre. Et si comme moi vous avez apprécié suivre les aventures de Natsu et ses amis, vous pouvez découvrir la suite avec Fairy Tail, la quête de 100 ans. Après avoir vaincu les plus grandes menaces du monde que sont Zelef et Acnologia, Natsu et ses amis sont méga chauds et veulent faire une quête que personne n'a jamais réussi pendant une centaine d'années, pas même le surpuissant Gildars. D'où son nom, la quête de 100 ans. Et pourquoi c'est ultra chaud? C'est une quête d'éradication impliquant d'affronter et de vaincre 5 dragons qui ont une puissance similaire à Acnologia, voire même un peu plus. Donc déjà, toute la tier list va bouger, en plus il y a de nouveaux personnages qui vont venir, donc beaucoup d'ennemis très puissants, voire même encore plus que les derniers méchants. Et le reste de la guilde va venir, donc attendez-vous à voir Luxus et Gagil. Mais bon, le casting principal ont tous acquis de nouvelles capacités, de quoi les aider à réaliser ces fameuses quêtes. Et à mon avis, ça va même surprendre les fans de la première heure. Et pour les membres de la guilde, il y a un sacré enjeu. Lucy a un moyen de récupérer la clé d'Aquarius, qui, comme on l'a vu, a été brisé lors de l'aventure principale. Natsu a un nouveau rival en la personne de Igna, et il y a un nouveau mage au sein de Fairy Tail qui sème le chaos dans cette dernière. Mais du coup, est-ce que Lucy va enfin récupérer la clé d'Aquarius, qui est Igna, et surtout, qui est le nouveau mage qui sème la pagaille? L'animation, elle est gérée par JC Staff, et au vu du trailer, ils ont donné le meilleur pour animer cette suite de Fairy Tail. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire qui est votre personnage de Fairy Tail préféré. Et en ce qui me concerne, j'hésite entre Luxus et Gagil. Ce sont deux personnages les mieux écrits de l'œuvre, et ils ont tous les deux un flow de malade. Et si vous voulez découvrir ou redécouvrir Fairy Tail, l'anime est disponible sur ADN, et c'est sur cette même plateforme que vous aurez les épisodes de la quête de 100 ans. Et en plus, c'est en même temps que le Japon. Les épisodes sont disponibles gratuitement pendant 7 jours, et est en exclusivité sur ADN. L'abonnement coûte 6,99€ et c'est vraiment pas cher du tout, plein d'autres animés qui sont super cool. Mais bref, je vous conseille la série et le lien est en description. Allez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine, ciao!